vaccin COVID-19 ça yo, c'est une solution importante pour protéger tête et puis pour mettre fin à la pandémie ça. Mais, ou capable de question sur sécurité vaccin. Ces mêmes mesures sécurité ont été utilisées pour tout l'autre vaccin. C'est yo tout yo te suivre pour vaccin COVID-19 yo. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 ça yo, et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit yo te gagné. Moi te prends vaccin pour me protéger tête moi, famille et patient yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin. Maladie que les Covid là, depuis tantôt 2 ans, la psy met la terreur et pas bon ici, au fait dans le monde entier, parce que virus qui cause maladie ça, eh bien, il chavire toute la vie de tout le monde à travers le monde. Ça que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, le premier vague de maladie a été présenté, eh bien, il était fait un pile monde noir mourir. Monde qui gagne une série de maladies, par exemple la tension, sucre, qui était fauché. Une chose que je suis capable de dire sans aucune ambiguïté, c'est que le fait que les gens prennent vaccin fait une différence. Avant que le vaccin pas existé, c'était le ça qui était une première vague là, eh bien nous avons en pile cas et nous avons mourir tribo babo. Une fois que le vaccin a commencé à bailler, nous sommes capables de dire que nous voyons qu'il y a moins de monde qui a un problème là, et que les gens qui ont une maladie, qui est interné à l'hôpital, c'est surtout les gens qui ne prennent pas le vaccin. Nous avons dit en grande majorité, les gens que nous remarquons qui sont internés à l'hôpital, c'est les gens qui ne prennent pas le vaccin. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission de Caméra Mosaïque sur MCTV, ici à Boston. C'est une émission spéciale réalisée à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Je préfère dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'était le 24 février 2022. Un an après, le bilan est vraiment lourd. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a déjà comptabilisé environ 8 millions de réfugiés ukrainiens. Plus de 300 000 soldats, selon certaines estimations, sont morts sur le champ de bataille des deux côtés. Plus de 8 000 civils ont été tués et plus de 13 000 ont été blessés. 60% des victimes sont des femmes. Pour analyser cette guerre vraiment affreuse, nous avons d'abord invité le docteur Pierre Jolicoeur, professeur titulaire au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Docteur Jolicoeur nous conduira dans les derniers moments de la dislocation de l'Union soviétique en décembre 1991 pour nous aider à comprendre certains contentieux historiques entre la Russie et l'Ukraine. Après le professeur écrivain Pierre Jolicoeur, Dr Eric Ouellet, qui enseigne au département des études de la défense au Collège des forces canadiennes à Toronto au Canada, interviendra sur les aspects strictement militaires de cette guerre en nous apportant son éclairage sur les deux armées en présence. Le troisième invité à cette émission est le professeur John Gradek,
chargé de cours à l'école d'éducation permanente à l'Université McGill à Montréal. Professeur Gradec analysera pour nous les conséquences de cette guerre sur les chaînes d'approvisionnement, notamment dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Et en fin d'émission, nous serons rejoints par le docteur Claude Denis, professeur titulaire au département des sciences sociales de l'Université d'Ottawa au Canada. Notre entretien avec le professeur Denis portera sur un sujet assez controversé des deux côtés de l'Atlantique. Quelle est la responsabilité de l'Occident dans cette guerre en Ukraine? Tel est, mesdames, messieurs, le menu de cette émission spéciale réalisée à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vous reviens dans quelques instants. Le premier segment de cette émission spéciale de Caméra Mosaïque MCTV Boston sera consacré au contentieux historique entre la Russie et l'Ukraine. Pour comprendre actuellement ce qui se passe dans cette guerre, il faut remonter le temps avec l'éclairage d'un expert. Comme invité, nous avons pensé au docteur Pierre Jolicoeur qui nous rejoint déjà de la ville de Kingston en Ontario au Canada. Docteur Pierre Jolicoeur, vous êtes professeur titulaire au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada. Vous y enseignez les relations internationales et la politique comparée. Vous êtes spécialiste de l'ancien espace soviétique et de l'Europe du Sud-Est. Vos recherches portent essentiellement sur les mouvements sécessionnistes, la politique étrangère, le fédéralisme et la cybersécurité. Vous publiez abondamment sur les problèmes de sécurité des États de l'ex-empire soviétique et de ses satellites de l'Europe orientale. Dans l'introduction de l'un de vos ouvrages, La Russie et son ex-empire, paru en 2003, vous posez un ensemble de questions dont les réponses permettent peut-être de cerner aujourd'hui les racines profondes de cette affreuse guerre qui risque de modifier profondément l'ordre géopolitique international. Parmi vos pertinentes questions, et Dr Jolicoeur, je vais en citer simplement 4. Où va l'ancien espace soviétique et comment ces diverses composantes se situent-elles les unes par rapport aux autres dans le système des relations internationales? Comment s'est déstructuré l'ancien espace soviétique? Quelles ont été les lignes de fragmentation et celles des recompositions partielles qui se sont opérées jusqu'à maintenant? Finalement, quel est le positionnement international de chacune des anciennes républiques soviétiques et ses déterminants? Docteur Jolicoeur, je ne vais pas, et pour l'instant, vous demander de répondre bien sûr à ces 4 questions. Mais pour commencer à analyser le sujet qui nous concerne aujourd'hui, les contentieux historiques entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que vous pouvez nous conduire dans les derniers moments qui ont suivi la dislocation, la décomposition de l'Empire soviétique après la démission de Mikhaïl Gorbatchev? C'était le 25 décembre 1991. Alors, vous voulez que je commente un peu les étapes qui ont mené au démembrement de l'Union soviétique et à la démission du dernier secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Alors, dans ces moments charnières, il faut dire que les derniers mois d'existence de l'Union soviétique
le système soviétique était aux abois. Il n'y avait plus personne qui était vraiment aux commandes. Mikhail Gorbatchev, le seul président de l'Union soviétique, c'est un poste qu'il a créé dans ses initiatives de réforme du système soviétique afin de pérenniser sa survie. En fait, lors de ces réformes, il a perdu un peu le contrôle des mécanismes qu'il avait mis en place afin de renouveler l'existence de l'Union soviétique. Il avait mis en place, il avait organisé un référendum sur un nouveau traité de l'Union pour essayer de réorganiser les arrangements institutionnels entre les républiques socialistes soviétiques. Référendum qui n'a pas été tenu dans chacune des anciennes républiques. Et malgré ces tentatives de réforme, certains réactionnaires, certaines forces plutôt conservatrices au sein de l'appareil soviétique ont cherché à maintenir l'Union soviétique telle qu'il existait, cherchaient à préserver le statu quo et étaient contre les réformes avancées par Gorbatchev. Et donc, certaines de ces forces réactionnaires ont organisé un coup d'État, une tentative de coup d'État, un putsch qui a échoué. Mais quand même, au mois d'août 1991, Mikhail Gorbatchev, lorsqu'il était en vacances en Crimée, incidemment, dans sa datcha, dans sa maison d'été, il a été, certains militaires et certains politiciens ont organisé cette tentative de coup d'État qui a échoué. Elle a échoué, en fait, cette tentative, parce que Boris Yeltsin, donc un ancien président de la Russie, mais qui était à l'époque nouvellement élu président de la Russie soviétique, encore une fois. Il avait été élu quelques mois auparavant. Donc, il jouissait d'une très grande légitimité démocratique, puisqu'il venait tout juste d'être élu, justement, par une forte majorité de la population russe. Donc, lui a été dans la rue, a appelé les Russes à sortir, pas juste les Russes, également les citoyens soviétiques, et à s'opposer à ce coup d'État. Et donc, le courage de cet homme, de Boris Yeltsin, a fait en sorte que les gens ont été dans la rue et se sont mobilisés pour s'opposer à ces forces réactionnaires qui ont tenté de renverser Mikhail Gorbatchev. Alors, cet échec, cependant, même si Gorbatchev a pu être restauré dans ses fonctions, dans les faits, il n'avait à peu près plus d'autorité. Il posait quelque part entre Boris Yeltsin, Mikhail Gorbatchev et finalement le système qui était déjà en crise depuis des mois, voire des années, finalement était laissé un peu à l'abandon et ça s'est pérennisé par la création, en fait, de la communauté des États indépendants. Donc, au mois de décembre de la même année, quelques mois plus tard, Boris Yeltsin, avec les présidents de l'Ukraine et de la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République du Bélarus, finalement se sont rencontrés pour signer cet accord, la communauté des États indépendants, avant même l'élimination, avant même le démembrement de l'Union soviétique. Donc, le 8 décembre 1991, on a signé ce pacte, cette communauté des États indépendants, qui était à l'époque, et il faut aussi le mentionner, une espèce d'association des anciennes républiques slaves, c'est-à-dire les trois républiques que j'ai mentionnées, représentaient surtout les républiques avec des populations majoritairement d'origine ethnique slave. Et donc, ces républiques se sont donné cette institution, la communauté des États indépendants, mais les autres anciennes républiques soviétiques se sont senties un peu abandonnées dans cette nouvelle étape de l'évolution de l'Union soviétique. Et donc, on fait des pressions, on demandait à pouvoir faire partie de cette nouvelle organisation. Donc, on a re-signé, on a fait un nouveau traité le 21 décembre 1991, et à laquelle toutes les anciennes républiques soviétiques avaient été invitées, et presque toutes ont signé, excepté les républiques baltes et également la Géorgie, qui était déjà en conflit à l'époque. Donc, 11 des 15 anciennes républiques soviétiques ont signé la communauté des États indépendants, l'accord fondateur,
Et quelques jours plus tard, le 25 décembre, Mikhail Gorbatchev démissionne de son poste. Il annonce qu'il constate la disparition de l'Union soviétique. Il n'existe plus d'Union soviétique, donc par conséquent, il démissionne de ses fonctions de président de cet ensemble politique qui est disparu de façon pratiquement pacifique et sans heurts. Et toujours pour parler de la création de la communauté des États indépendants par les présidents des 3 républiques slaves, que visait en fait cette initiative? En fait, cette initiative visait à un peu remplacer l'Union soviétique, mais surtout donner une structure ou une organisation qui pourrait prendre le relais à l'Union soviétique alors qu'on était pratiquement dans un vide de pouvoir. L'Union soviétique existait encore sur papier, mais dans les faits, c'était un système complètement dysfonctionnel. Donc, les 3 présidents mentionnés ont signé cet accord pour se donner une structure, mais on ne voulait pas remplacer l'Union soviétique par son équivalent. On voulait plutôt favoriser l'autonomie, voire l'indépendance des républiques, et se donner quand même une organisation qui pourrait coordonner les politiques de ces nouveaux États qui apparaissaient sur la carte géopolitique du moment. Donc, on voulait donner une structure qui permettait de favoriser les échanges économiques, qui pourrait permettre de mettre en commun un certain nombre de ressources. On visait en fait à créer l'équivalent un peu de ce que pouvait être l'Union, enfin ça n'existait pas encore, ce n'était pas l'Union européenne, mais la communauté européenne à l'époque. Et on voulait répliquer un peu ce modèle pour remplacer les structures de l'Union soviétique. Il faut dire aussi que les participants de cette nouvelle organisation étaient des anticommunistes. Boris Yeltsin, notamment, était en conflit, lui, avec le Parti communiste. Donc, une autre raison d'être de la création de cette communauté des États indépendants était de mettre un clou dans le cercueil de l'Union soviétique, en fait, pour combattre le Parti communiste, contre lequel Boris Yeltsin s'opposait. Il était en froid depuis de nombreux mois. Également, l'Ukraine, même si elle a signé, est un des membres fondateurs de la communauté des États indépendants, était un des États qui cherchait à s'émanciper et à quitter l'Union soviétique. Alors, on avait organisé un référendum le 1er décembre 1991 sur l'indépendance. Et c'est ce référendum qui a précipité la création de la communauté des États indépendants. On savait très bien à partir de ce moment-là que l'Union soviétique ne pourrait pas survivre à un départ de l'Ukraine, qui est un morceau trop important pour l'ensemble géopolitique que formait l'Union soviétique. Alors, si l'Ukraine devait quitter et devenir un pays indépendant, il était clair que l'Union soviétique allait éclater et donc il fallait le remplacer par quelque chose d'autre. Et d'où cette initiative. D'autres républiques avaient déjà quitté également le navire soviétique, les 3 républiques baltes notamment. Il faut dire que les 3 républiques baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, ces 3 républiques sont les seules qui ont formellement fait sécession. Donc, elles avaient déjà proclamé leur indépendance dans les mois qui avaient précédé, mais au mois de septembre 1991, l'Union soviétique avait reconnu leur indépendance. Donc, déjà, on voyait le processus de décomposition de l'Union soviétique et on avait besoin de trouver un mécanisme pour garder un ensemble, à tout le moins une institution économique qui permettrait de maintenir certains réseaux, certains échanges économiques entre des États naissants. Et j'aimerais avoir votre éclairage sur un point que vous venez de mentionner. L'Ukraine, vous avez dit, a été l'un des membres fondateurs de la communauté des États indépendants, mais n'avait ni signé ni ratifié le statut de la CEI. Docteur Jolicoeur, pourquoi l'Ukraine n'a jamais fait partie de la communauté des États indépendants après avoir contribué à sa création? Alors, c'est une question intéressante. Effectivement, l'Ukraine n'a jamais ratifié l'accord.
mais est quand même considérée comme un membre fondateur de cette organisation, 2 fois plutôt qu'une, parce qu'elle a été partie prenante des négociations qui ont mené à la création de la communauté des États indépendants, le 8 décembre, et de nouveau le 21 décembre, lorsque cet ensemble a été élargi à 11 anciennes républiques soviétiques. Donc, encore une fois, l'Ukraine est partie prenante à ces négociations et a signé ce premier accord, mais n'a jamais ratifié. La raison pour laquelle elle ne l'a jamais ratifié, c'est qu'il y avait des différends avec la Russie, déjà, et entre autres, la Russie qui se proclamait comme étant l'héritière, la seule héritière, en fait, légale de l'Union soviétique, afin d'hériter de la personnalité internationale de l'Union soviétique, si vous voulez, pour pouvoir utiliser le réseau des ambassades que l'Union soviétique avait développé au cours des années, pour obtenir le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, pour toutes sortes de raisons, la Russie se revendiquait, et pour de très bonnes raisons. Il s'agit de la république la plus importante de l'Union soviétique, avec la population la plus nombreuse et avec, disons, une capacité industrielle plus importante que les autres anciennes républiques soviétiques. Donc, c'est un peu naturel que la Russie faisait cette demande, mais l'Ukraine pouvait à bon droit revendiquer quand même une certaine responsabilité, voulait obtenir une certaine partie des ressources de l'État soviétique. Et donc, il y avait des différends à cet égard. Et en plus, il y avait certains différends à propos de la péninsule de Crimée, problème qui viendra hanter les relations entre la Russie et l'Ukraine quelques années plus tard. Mais au cours des années 90, il a été assez difficile d'harmoniser les relations entre l'Ukraine et la Russie, entre autres, pour différentes raisons, mais le statut de la Crimée faisait partie de ces contentieux. La flotte de la mer Noire, basée au port de Sébastopol, en était un autre. Également, le statut des armes nucléaires dont a hérité l'Ukraine était également au nombre des contentieux entre les deux républiques. Et professeur Jolicoeur, en parlant des contentieux entre la Russie et l'Ukraine, dans votre ouvrage « La Russie et son ex-empire », vous parlez de la première partie de cet ouvrage de proches étrangers. Donc la Russie qui considère certains États faisant partie de la CEI comme son proche étranger. Comment expliquer ce terme? Quand on dit proche étranger, cela veut dire quoi exactement du côté de la Russie? Alors, c'est une question intéressante car il y a peu d'exemples ailleurs dans le monde d'un tel concept. L'idée d'étranger proche ou de proche étranger dans le discours de la politique étrangère de la Russie désigne les anciennes républiques socialistes soviétiques, donc les 14 autres anciennes républiques soviétiques. Mais selon les interlocuteurs en Russie, certains vont désigner toutes les anciennes républiques soviétiques, excepté les États baltes, qui, pour plusieurs raisons, sont un peu considérés comme des cas à part de l'ancienne Union soviétique. Mais hormis cette petite exception, généralement, dans le discours de l'Union soviétique, de la Russie, excusez, indépendante, on désigne les anciennes républiques soviétiques pour désigner un territoire sur lequel la Russie a des responsabilités particulières et veut se faire reconnaître un statut particulier par la communauté internationale au sein des Nations unies, mais aussi ailleurs, pour que cet espace soit la chasse gardée de la Russie. La Russie considère qu'elle a des responsabilités historiques, culturelles, économiques à l'endroit de ces territoires et veut s'assurer que s'il y a des besoins en matière de sécurité ou d'investissement, que la Russie soit le maître d'œuvre du maintien de l'ordre dans cette région. Donc, la Russie veut s'approprier cette responsabilité particulière, ce qui, en fait, constitue un accroc aux relations internationales. Ça suppose que les États
en dehors de la Russie ont différents statuts. Il y a des États pour lesquels il y aurait une souveraineté limitée et les autres, les États lointains en fait, pour lesquels ils sont pleinement souverains et avec lesquels la Russie entretient des relations, on peut dire, normales. Mais pour les anciennes républiques soviétiques, la Russie considère que ces États doivent avoir un certain alignement sur les politiques de Moscou et si des États adoptent des politiques trop autonomes, trop distinctes, qui ne prennent pas assez en considération les intérêts de Moscou, alors ils subissent les pressions de Moscou. Alors, c'est un peu ce que désigne la Russie par le concept d'étranger proche. C'est comme la doctrine de Monroe? On peut le dire, on a établi beaucoup de parallèles avec la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, pour un petit rappel historique ici, a été conçue au début du 19e siècle, en 1820 ou environ, et désigne en fait la politique américaine qui disait, à l'endroit des capitales européennes, l'espace américain, là on parle de terre de feu jusqu'à terre de Baffin, donc les Amériques en général, donc les conflits ou les questions de sécurité dans cet espace seront réglés et gérés par les États-Unis pour éviter l'interférence des capitales européennes. Et en contrepartie, les États-Unis s'engagent à ne pas interférer dans les questions de sécurité européennes. Alors ça, c'est la base de la doctrine Monroe. Et donc, c'est un peu à l'image de cette doctrine que les Russes désignent l'ancien espace soviétique et veulent voir une doctrine Monroe à la russe appliquée à l'ancien espace soviétique. Venons-en maintenant, Dr Jolicoeur, à la Crimée. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, on ne cesse de parler sur les plateaux de télévision, dans de nombreux articles de presse, les différents historiques, les contentieux historiques entre la Russie autour de la Crimée. Professeur Jolicoeur, est-ce que ce différend russo-ukrainien sur cette péninsule, est-ce que ce différend a commencé en 1954 quand d'un simple décret, Khrouchtchev fit don de la Crimée à l'Ukraine? Il y avait certainement un peu de réaction ou de résistance en 1954, mais la résistance était très limitée. Nous étions dans un système soviétique plutôt autoritaire et où ce genre de décision qui émanait du Politburo et enfin du sommet de l'État était peu discuté. Les gens ne pouvaient pas vraiment s'y opposer. Donc, ce transfert de responsabilité donc, de la Crimée, qui appartenait jusqu'alors à la Russie, a été donné à l'Ukraine pour souligner le tricentenaire, le 300e anniversaire de la cohabitation des Ukrainiens et des Russes au sein d'un même État. Donc, pour souligner l'amitié entre les peuples soviétiques, l'Union soviétique a fait don d'un territoire qui appartenait à la Russie et l'a transféré à l'Ukraine. Mais il faut dire que dans ce contexte, on était en Union soviétique et on était loin d'imaginer qu'un jour, l'Union soviétique allait se démembrer. Et donc, ce geste était surtout vu à l'époque comme étant symbolique pour souligner cette amitié entre les peuples et, dans les faits, apportait peu de conséquences puisque tous étaient de toute façon partie d'un même ensemble politique, l'Union soviétique. Donc, ce n'est qu'à partir de 1991 vraiment que les contentieux sont réapparus, lorsque l'Ukraine devient indépendante. Alors là, il y avait des gens pour poser la question de la Crimée. Est-ce que ce territoire devrait rester ukrainien ou ne devrait-il pas retourner sous la souveraineté de la Russie qui devenait indépendante en même temps? Et donc, il y a eu une certaine résistance, il y a eu beaucoup de négociations à l'époque, mais on a fini par accepter ce qu'on appelle le principe d'outil possibiliste. C'est un principe juridique en droit international qui permet de reconnaître
en cas de démembrement d'État, surtout dans un contexte de fédération, de reconnaître la création de nouveaux États dans les limites territoriales, dans les limites administratives du régime précédent. Donc, les anciennes républiques soviétiques, devenant indépendantes, le devenaient sur les territoires qui avaient été tracés dans le cadre de la fédération de l'Union soviétique. On a appliqué le même principe, à peu de choses près, à la Yougoslavie qui se démembrait à peu près au même moment. Donc, on a appliqué le principe d'outil Possidétis, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle des anciennes républiques soviétiques dans leurs frontières héritées de l'époque soviétique. Dans ce contexte, la Crimée est bel et bien restée ukrainienne et la Russie l'a reconnue. Mais avant de le reconnaître, il a fallu négocier ferme, car la population locale en Crimée, qui était russophone en majorité, cherchait pour beaucoup à se rattacher à la Russie voisine. Et donc, il a fallu imposer cette décision à une population qui, en partie, était contre, mais en partie acceptait ce changement, acceptait les nouvelles limites frontalières de l'Ukraine. Il faut dire aussi que c'est tout à l'honneur des décideurs politiques de l'époque d'avoir accepté d'imposer ce principe. Imaginez, on a tous été témoins des conflits dans les Balkans lorsque la Yougoslavie s'est démembrée au cours des années 90, particulièrement parce que des territoires étaient contestés sur le tracé des frontières. Les frontières ne représentaient pas nécessairement la distribution des populations ethniques dans cet ancien pays. Alors, on pourrait même parler de la même situation dans les années 60, et quand plusieurs pays africains obtenaient leur indépendance des pays européens comme la France, le Portugal ou bien l'Angleterre. Et certaines guerres civiles qu'on a constatées au cours des années 80 et 90, c'est à partir du nouveau tracé des frontières en Afrique. Tout à fait. Et le même principe a été appliqué dans la période de décolonisation et ça fait même partie de la charte de l'Union africaine. C'est écrit noir sur blanc. On applique le principe d'outil Possidétis. On reconnaît les frontières, même si on considère qu'elles sont injustes et ne respectent pas la distribution des populations. On présume qu'on va éviter des conflits, qu'il y aura moins de conflits si on tente d'appliquer des frontières fermes, plutôt que d'ouvrir la porte à la négociation et les contestations de ces frontières. Donc, ce principe a été appliqué à différents moments de l'histoire et une nouveauté au début des années 90 qu'on l'applique à des fédérations qui se décomposent. Mais c'est une évolution de ce principe qui a été appliqué rigoureusement et qui, on estime que ça a permis d'éviter un certain nombre de conflits. Imaginez les conflits qu'on a vécus en ex-Yougoslavie, on aurait pu assister à la même genre de scène pour l'ex-URSS. Mais là, on a des États qui sont nucléaires, des États beaucoup plus nombreux et plus puissants militairement. Donc, le potentiel de violence et de catastrophe aurait été décuplé. Donc, on peut souligner le courage des décideurs politiques de l'époque d'appliquer ce principe afin d'éviter un bain de sang dans la région. Et professeur Pierre Jolicoeur, on ne saurait parler du contentieux russo-ukrainien sans évoquer Sébastopol, cette base navale russe située dans le sud-ouest de la Crimée, dans la mer Noire, donc en territoire ukrainien. Quelle est l'importance militaire, économique et historique de cette base pour les deux pays? Alors, dans les trois dimensions que vous mentionnez, historique, économique et militaire, il s'agit d'une ville importante. C'est une ville, bon, historiquement, c'est une ville russe. Elle a été fondée à l'époque par Catherine de Russie au XVIIIe siècle, en 1850 quelques. Et donc, c'était d'abord et avant tout un poste militaire qui a été fondé sur les pourtours de la mer Noire, parce que cette région avait la possibilité de développer un port en eau profonde. Et l'Union soviétique avait, au moment de sa fondation, c'était la Russie, elle cherchait désespérément à avoir un accès aux mers chaudes. Et donc, c'était un port important pour le dispositif
militaire et pour la projection militaire de l'Empire russe à l'époque de sa fondation. C'était également vrai à l'époque de l'Union soviétique et ça reste encore vrai aujourd'hui pour la Russie. Elle utilise ce port pour y mouiller sa flotte sud et c'est un port à partir duquel la Russie a mené de nombreuses opérations militaires, notamment lors de la guerre de Géorgie en 2008. Donc, c'est une base arrière qui a servi en soutien aux opérations militaires lors de la guerre de 2008. Alors, cette ville de Sébastopol est importante car à l'époque soviétique, c'est là qu'était basée la 5e flotte de la mer Noire. C'est une flotte importante de l'Union soviétique et qui avait des centaines de bâtiments qui étaient basés à ce port. Et c'est donc un dispositif militaire fort important et qui, justement, a été l'objet de contentieux dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez qu'un des principes qui a émané lors de la décomposition de l'Union soviétique a été la nationalisation des biens de l'État fédéral par les anciennes républiques soviétiques qui devenaient des États indépendants. Et parmi ces nationalisations, il y avait les biens militaires, il y avait les bases, il y avait l'équipement qui se rattachait à ce dispositif militaire de l'époque soviétique. Donc, pour l'Ukraine, normalement, elle devait hériter de cette base et de tout l'équipement qui en faisait partie. Mais là, la Russie trouvait que cette bouchée était un peu trop grosse, car le nombre de navires qui était tel que c'était disproportionné pour les besoins militaires de l'Ukraine, et ceci décomposait une partie importante du dispositif militaire de la Russie. Donc, on a négocié ferme, et plus tard, au cours des années 90, on a pu surmonter les différends et procéder à un partage de la flotte de la mer Noire. Donc, la Russie a hérité à plus ou moins 80% des navires qui y étaient basés et l'Ukraine environ 20%, environ un cinquième. Et de plus, la base de Sébastopol a été louée à la Russie. Donc, la Russie pouvait continuer d'y maintenir ses équipements militaires en échange d'un montant et négocier sur une base de 25 ans. Donc, l'Ukraine louait les installations portuaires à la Russie pour qu'elle puisse y faire mouiller ses navires militaires dans la région. Mais ça restait un territoire ukrainien. Donc, on peut le voir, historiquement, c'est important pour la Russie, mais aussi militairement, il s'agit d'un dispositif de premier plan pour toute la capacité de projection militaire maritime de la Russie vers les mers du Sud, vers la mer Méditerranée et vers les mers chaudes au sud de la Russie. Professeur Pierre Jolicoeur, 12 mois après l'invasion de son territoire par la Russie, l'Ukraine arrive quand même à contrer l'offensive de l'armée de Vladimir Poutine grâce à ses troupes très organisées et surtout très motivées, mais aussi grâce au support matériel des États-Unis, des pays de l'OTAN en général. Comment évaluez-vous l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine dans cette guerre? Alors, ça fait la différence, car au début de ce conflit, il y a un an, enfin, si on considère que le conflit a commencé le 24 février 2022, parce que certains vont faire remonter le début de ce conflit à l'annexion de la Crimée contre la souveraineté de l'Ukraine et contre les protocoles qui avaient été négociés entre l'Ukraine et la Russie dès 2014. Mais indépendamment de cela, le conflit, disons, plus intense, le déclenchement de la guerre, vraiment à proprement parler, en février 2022, alors, au début de ce conflit, personne n'imaginait que l'Ukraine puisse résister longtemps face à la force et à la puissance militaire de la Russie. Donc, ce conflit a réservé bien des surprises dans son développement, mais si l'Ukraine a pu résister si longtemps et même mener des opérations audacieuses qui lui ont permis de reconquérir une partie de son territoire perdu,
c'est grâce au soutien militaire de l'Occident. Essentiellement, les États-Unis ont été le plus gros contributeur, et de loin, mais aussi des pays européens, le Canada, les pays membres de l'OTAN, ont contribué chacun à leur façon à différents appareils et donc de l'équipement qui faisait défaut à l'Ukraine. Il faut dire qu'on observe une évolution dans le type d'équipement qui a été mis à la disposition de l'OTAN pour éviter de fâcher, pour éviter que cette aide militaire soit interprétée comme un soutien qui transformerait les pays contributeurs en co-belligérants. Donc, pour éviter de fâcher la Russie, tous on craignent une réaction exagérée de la Russie, étant donné qu'elle est quand même détentrice d'armes nucléaires et une capacité de destruction importante. Et donc, pour éviter cela, au départ, les pays contributeurs donnaient de l'équipement léger. Pour le Canada, par exemple, on parlait d'offrir des casques ou des vestes par balle ou de l'équipement non létal. Donc, on parlait d'équipement léger pour aider l'Ukraine à se défendre, mais progressivement, tous les États qui ont donné à l'Ukraine ont donné de l'argent, ont donné des moyens médicaux, des moyens de toutes sortes, mais également militaires, en augmentant le type d'armes qui ont été données, tant en quantité qu'en qualité. Donc des armes de plus en plus puissantes, capables de repousser l'ennemi russe, et donc des capacités de tirer à des distances un peu plus grandes et avec une puissance de feu plus grande, toujours croissante. Alors, dans le crescendo, dans l'escalade de l'offre d'équipement militaire qui a été fait, tout récemment, les derniers développements ont été jusqu'à offrir à l'Ukraine des chars, donc des chars d'assaut, des blindés lourds. Surtout du côté de l'Allemagne et de l'Angleterre. Effectivement, donc, mais aussi des États-Unis avec Abrams. Abrams. Alors, donc, le Canada offre des chars Léopard. Enfin, pour un certain nombre de pays, on offre des chars, mais ceci est le dernier grand développement de l'aide militaire offerte à l'Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine qui revendique toujours davantage d'armes et des armes plus puissantes, maintenant, ce qu'elle exige, c'est une meilleure couverture de l'équipement pour être capable d'assurer sa sécurité aérienne, donc des systèmes anti-aériens, mais également des avions F-16, et américains. F-16 ou d'autres, effectivement. Oui. Donc, cette aide est essentielle. Sans l'aide occidentale, il est évident que l'Ukraine n'aurait pas su tenir bien longtemps face à l'envahisseur russe. L'Ukraine qui reconnaît d'emblée que cette aide a été essentielle et exige davantage pour être capable non seulement de résister à l'envahisseur russe, mais mener des contre-offensives et éventuellement récupérer l'ensemble du territoire national tombé aux mains de l'envahisseur russe. Parlons maintenant de l'expansion de l'OTAN aux portes de la Russie. Est-ce qu'une Ukraine membre de l'OTAN et de l'Union européenne, est-ce que cela représente vraiment un danger pour la sécurité et le développement de la Russie? Alors, si jamais cela se réalisait, ce qui n'est pas fait, soit dit en passant, même si on estime que, étant donné le développement de la guerre et de l'attitude de l'Ukraine face à cette guerre, que l'Ukraine mérite d'entrer au sein de l'OTAN, il reste que une des clauses de l'OTAN est pour les nouveaux membres est d'avoir des relations pacifiques et de ne pas avec ses voisins et de ne pas avoir de contentieux territoriaux. Alors, pour l'instant, l'Ukraine ne remplit pas ces conditions. Cela dit, il est possible que les pays membres de l'OTAN fassent une exception et admettent un jour l'Ukraine en son sein. Pour ce qui est de la Russie, il est évident que de voir la progression de l'OTAN depuis ces 30 dernières années est source de contentieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut dire qu'au cours des années 90, on ne voyait pas nécessairement d'un mauvais œil l'élargissement de l'OTAN. On n'était pas heureux de voir l'OTAN s'élargir et s'approcher des frontières nationales
de la Russie, mais on a même, à un certain moment donné, évalué la possibilité de se joindre à l'OTAN du côté de la Russie. Donc, il ne faut pas oublier qu'on ne voyait pas nécessairement l'OTAN comme une organisation hostile. Mais de fil en aiguille, les changements de gouvernement en Russie, l'arrivée de Vladimir Poutine, il a adopté un discours de plus en plus nationaliste, on pourrait dire, revendicateur, et surtout remettre en question l'ordre international de l'après-guerre froide, qui était à ce moment dominé par les États-Unis dans le système international. Donc, c'est la seule superpuissance qui a survécu à la guerre froide et qui profitait, on peut dire quand même, profitait de la faiblesse de la Russie et de la désorganisation du monde pour augmenter sa présence, son importance géopolitique et pousser pour un agenda d'un élargissement de l'OTAN. Alors, ceci a fâché beaucoup les décideurs politiques de la Russie qui ont l'impression qu'on a profité de leur faiblesse. Et on veut remettre en question, enfin c'est tout à fait le discours de Vladimir Poutine, de remettre en question cet ordre, ce nouvel ordre international et préférerait revenir à une espèce de statu quo ante ou à tout le moins redonner à la Russie une puissance ou un retour sur la scène internationale afin de se faire respecter. Ce qu'il a l'impression, c'est que la Russie n'est plus respectée dans le monde contemporain. Et donc, de voir la possibilité que l'OTAN s'élargisse et vienne aux frontières de la Russie, ce qui est, soit dit en passant, déjà le cas avec les pays baltes. Mais hormis cette petite exception, la Russie a s'est toujours assurée de maintenir une espèce de zone tampon entre les pays membres de l'OTAN et le reste de la Russie. Mais si l'Ukraine venait à joindre l'OTAN, c'est un pays important et qui partage une longue frontière avec la Russie. Et là, potentiellement, des troupes de l'OTAN, donc potentiellement ennemies, à tout le moins, dans le discours de la Russie, l'OTAN est encore une organisation hostile, eh bien, serait trop proche de Moscou, trop proche du cœur industriel de la Russie, de la partie essentielle dans la partie européenne de la Russie. Donc, c'est intolérable aux yeux de Vladimir Poutine. Et il fera tout ce qu'il peut pour éviter que cela se produise. Ceci est une des principales explications pour justifier ce conflit en Ukraine actuellement. Éviter que l'Ukraine bascule dans le camp occidental. Vous venez d'évoquer le mot « nouvel ordre international ». Probablement, vous faites référence à l'écroulement du mur de Berlin en 1989. La guerre froide, l'Occident, entre parenthèses, avait gagné la guerre froide. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation du côté de l'Occident à partir de 1989? Bien, certainement qu'il y a eu une zone d'ambiguïté où apparemment il y aurait eu des promesses qui ont été faites que jamais l'OTAN chercherait à s'étendre aux anciens territoires de l'Union soviétique ou de se rapprocher de Moscou. Donc, on n'a jamais trouvé de documents écrits ou de protocoles signés à cet égard, mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas fait partie des discussions entre les diplomates de l'époque. Certainement qu'on a abordé la question, mais il faut dire que si promesse il y a eu, c'était une promesse qui engageait les décideurs de l'époque. Et aussi, il faut aussi reconnaître que les nouveaux États indépendants, donc issus de l'ex-URSS, mais également les pays de ce qui était autrefois l'Europe centrale et orientale, les pays des PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, qui étaient qui étaient des États satellites contrôlés à distance par le système. Les anciens pays du pacte de Varsovie. Tout à fait. Alors, ces pays sont indépendants, sont autonomes, et surtout, ils ont vécu l'occupation soviétique. Et donc, ils ont un désir de liberté, ils ont un désir de sécurité. Et donc, pour ces pays, faire adhérer à l'OTAN est vu comme une façon d'augmenter leur sécurité et leur bien-être. Et donc, on ne peut pas reprocher à ces États de vouloir être admises
au sein de l'OTAN. Et l'OTAN, qui est une organisation autonome également, indépendante des décideurs qui, il y a 30 ans, ont pu faire des promesses aux décideurs de l'Union soviétique, eh bien, ce sont des organisations autonomes et qui répondent aux besoins ou à la demande des États de l'Europe centrale et orientale ou maintenant d'anciennes républiques soviétiques, c'est le cas de la Géorgie, c'est le cas de l'Ukraine, qui demandent leur adhésion à l'OTAN. Alors, ce n'est pas l'OTAN, dans la perception, il faut dire qu'à Moscou, souvent dans le discours, on dit que l'OTAN s'élargit et progresse et vient aux portes de la Russie et pose une menace. Il faut dire que ce n'est pas l'OTAN qui cherche à s'étendre, mais répond aux besoins et aux demandes qui émanent de pays qui sont... qui veulent se protéger. Qui veulent se protéger. Et quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, on comprend leurs besoins de sécurité, car c'est l'Ukraine qui a été attaquée, pas d'autres anciennes républiques soviétiques qui sont devenues pays membres de l'OTAN et qui craignent également une intervention de Moscou. Mais Moscou n'est pas intervenu dans les pays baltes. Moscou n'intervient pas contre les pays autrefois du pacte de Varsovie, de la Pologne, de la Hongrie. La Russie intervient en Ukraine, est intervenue en Géorgie en 2008, dans 2 États, à qui on a fait la promesse qu'un jour ils pourraient se joindre à l'OTAN s'ils pouvaient rencontrer les conditions de base. Et donc, pour l'instant, ça ne s'est pas produit, mais ces 2 pays à qui la promesse a été faite ont été victimes d'une intervention militaire de la Russie pour éviter que cela se produise. Et Dr Pierre Jolicoeur, est-ce que pendant quelques minutes, vous pouvez peut-être analyser pour nous cette initiative européenne à travers l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et pourquoi ça n'a pas fonctionné pour aider, n'est-ce pas, les relations entre l'Europe et la Russie après l'écoulement du mur de Berlin? Alors, l'OSCE est une organisation qui a remarquablement inclut toutes les anciennes républiques soviétiques, y compris les pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc, il s'agit d'une organisation qui parle de sécurité, effectivement, mais qui n'a jamais réussi à d'exercer son plein mandat pour favoriser un ordre international qui soit basé sur la coopération entre les pays participants. Il s'agit d'une organisation qui s'est surtout spécialisée dans la supervision d'élections, dans le développement des processus démocratiques, dans le soutien aux réformes administratives et démocratiques des pays en transition. Mais, disons, l'agenda de sécurité de l'OSCE n'a jamais été, l'aspect le plus fort de cette organisation. Et donc, on a tenté à travers l'OSCE de développer différentes initiatives pour approcher les États participants. Et il faut souligner ici que chaque forum international, chaque possibilité de dialogue est bienvenue pour faire tomber les zones d'ombre, pour faciliter les négociations, pour développer la diplomatie entre les différents États membres. Alors, on peut souligner l'apport positif de cette organisation, mais elle n'a jamais pu s'imposer comme organisation de sécurité de premier plan. À titre d'exemple, l'OSCE a développé sur papier une opération de maintien de la paix, ce qui aurait été une première pour cette organisation, une opération de maintien de la paix qui visait à être déployée au Caucase. Et donc, cette opération sur papier existe depuis 1994, mais n'a jamais pu être déployée. Donc, là comme ailleurs, l'OSCE, son agenda de sécurité, reste au niveau du discours et des rencontres bilatérales ou multilatérales, mais n'a jamais pu prendre son plein envol. Revenons à la guerre en Ukraine à l'occasion de ce premier anniversaire. Et cette semaine, le président Vladimir Poutine va prendre la parole pour dresser une sorte de bilan et pour cette opération spéciale. Que veut
exactement Vladimir Poutine, docteur et Pierre Jolicoeur? Alors, difficile à cerner quels seraient les nouveaux objectifs établis par la Russie. Il est clair que depuis le déclenchement de l'opération spéciale en février 2022, les objectifs de la Russie ont changé plusieurs fois au cours de la dernière année. Alors, au tout départ, la Russie annonçait vouloir dénazifier le gouvernement ukrainien, à toute fin pratique, donc un changement de gouvernement, et voulait protéger les russophones. Donc, cet objectif, sur les deux plans, n'a pas été respecté. Enfin, la volonté de renverser le gouvernement n'a pas fonctionné. Les opérations qui visaient à prendre Kiev, la capitale, n'a pas fonctionné. Et très rapidement, la Russie a dû retirer ses troupes qui avaient envahi l'Ukraine par le nord et se concentrer par une guerre de conquête qui, sur le flanc est pour l'Ukraine et son flanc sud, c'est là que se sont concentrées les opérations armées. Donc, la Russie a changé ses objectifs alors qu'elle voulait renverser le gouvernement. Elle ne parle plus de renverser le gouvernement, alors qu'elle voulait dénazifier le gouvernement, lorsqu'elle voulait protéger les populations russophones. Aujourd'hui, les zones à forte densité de population russophone sont les principaux lieux de combat et là où la population est le plus affaiblie et le plus meurtrie. Et donc, on peut dire que les objectifs de la politique d'intervention de la Russie ont échoué. Cependant, d'un point de vue de Moscou, il ne s'agit pas d'un échec sur toute la ligne. Si on n'a pas réussi les premiers objectifs, à rencontrer nos premiers objectifs, désormais, on cherche à conquérir l'Ukraine, ou à tout le moins la partie utile pour la Russie, et essentiellement, il s'agit du Donbass, de l'Est, et du sud de l'Ukraine, qui permettrait à la Russie d'avoir une continuité territoriale entre la Russie et la Crimée, et éventuellement d'aller jusqu'à la Transnistrie, un petit territoire de la République de Moldova qui est aussi sous le contrôle de la Russie actuellement. Et donc, ça permettrait d'offrir une continuité territoriale, et il s'agit aussi de la zone de très grande vitalité économique de l'Ukraine. C'est là que se concentrait en grande partie l'industrie, et donc les zones industrialisées de l'Ukraine, qui est un pays qui est largement agricole pour les portions nord et ouest, mais au sud et à l'est, c'est les zones industrialisées. Donc, c'est ce que visait à prendre la Russie, et surtout à assurer un contrôle pérenne de la Crimée, qui avait été annexée dès 2014. Donc, ceci sont les nouveaux objectifs de la Russie. Maintenant, qu'est-ce que va annoncer Vladimir Poutine le 21, lors de son discours du 21 février? Nous ne le savons pas. On anticipe qu'il parle encore une fois de mener de nouvelles opérations et peut-être de lancer une nouvelle vague là, de conquête. Mais c'est très difficile d'imaginer à l'avance. Ce qu'on peut imaginer cependant, c'est qu'il y aura une sérieuse mise en garde contre le soutien occidental à l'Ukraine, et il y aura des menaces. Mais est-ce que la Russie va être capable d'aller au-delà de l'effritement et du grignotement du territoire de l'Ukraine petit à petit au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Seul l'avenir nous le dira. Je pense que c'est surtout lorsque les conditions météorologiques le permettront, lorsque le printemps arrivera dans la région, où les opérations militaires pourront reprendre de plus belle. Pour l'instant, les opérations sont maintenues et on a encore des petits échanges sur la ligne de front, mais c'est une guerre presque une guerre de tranchées, une guerre avec très peu de mouvement. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait une grande offensive qui soit lancée au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On verra aussi si la Russie va décréter une nouvelle mobilisation. Ce sont des genres de choses que l'on observe. Mais pour l'instant, ce discours sera surtout l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer les succès, bien qu'il y a aussi des échecs, mais il va surtout souligner les succès de son opération et mentionner qu'il a réussi à maintenir l'Ukraine hors du giron de l'OTAN
et d'accroître l'influence de la Russie sur ce territoire. C'est surtout ça qu'il va souligner. Depuis la dislocation, je dirais, de l'Empire soviétique, la Russie est intervenue dans plusieurs pays dans son environnement, notamment la Tchétchénie, à 2 reprises pour des guerres vraiment sanglantes. Et puis tout récemment, il y a l'intervention de la Russie en Syrie. Est-ce que vous pensez que cette guerre va durer? Alors, tout indique pour l'instant que cette guerre va se poursuivre de nombreux mois. Malheureusement pour les Ukrainiens, il s'agit d'une guerre qui risque de s'enfoncer dans la longue durée. Vous avez mentionné dans votre question différents scénarios, différentes interventions militaires de la Russie. J'aimerais quand même ajouter un petit bémol pour la Tchétchénie. Effectivement, 2 guerres très sanglantes au cours des années 90, mais il s'agit d'un territoire russe. Il s'agit d'un territoire qui cherchait à faire sécession de la Russie, et donc la Russie est intervenue pour maintenir son intégrité territoriale. Donc, il ne s'agit pas d'une intervention extérieure. Mais lorsqu'on parle d'opérations militaires à l'extérieur, donc d'une guerre menée par la Russie, les interventions hors du territoire de la Russie se sont concentrées en Géorgie, surtout en 2008. Pour une courte guerre. Une courte guerre de 5 jours, en effet, mais quand même 1/3 du territoire de la Géorgie a été occupé par les troupes russes. Et lorsqu'elles se sont retirées après le cessez-le-feu, elles ont néanmoins maintenu une présence militaire dans des territoires sécessionnistes de la Géorgie et des territoires qui sont toujours sous le contrôle de la Russie aujourd'hui. Donc, la Géorgie a subi l'assaut de la Russie. L'Ukraine depuis 2014, on peut dire, avec la prise de la Crimée et le déclenchement de la guerre dans le Donbass, et la Syrie à partir de 2015. Donc, progressivement, la Russie fait l'éducation du monde pour lui montrer que les forces de la Russie se sont reconstituées. La Russie a investi des milliards de dollars dans le développement de nouvelles armes, dans la restructuration de ses forces armées, dans de nouvel entraînement. Bref, la Russie a augmenté son dispositif militaire afin d'être mieux respectée sur la scène internationale. Et donc, c'est un peu le message que la Russie envoie par ses différentes interventions armées. Maintenant, avec le déclenchement de cette guerre en Ukraine, ce qu'on constate, c'est que malgré ces investissements et malgré les nouvelles capacités renforcées de la Russie, elle peine à prendre le contrôle d'un pays qui était éminemment plus faible qu'elle, l'Ukraine. Et donc, les armes qu'on a mises à la disposition de l'Ukraine, aussi important cela puisse-t-il paraître, reste que ce sont des armes qui sont inégales avec celles de la Russie. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'Ukraine a très bien su utiliser le matériel qu'on a mis à sa disposition et a été capable de mener cette guerre avec le peu de soutien qu'elle a eu, même s'il est important, est encore insuffisant pour reprendre le contrôle de son territoire. Alors, ce qui s'annonce pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est un soutien continu de la part des pays membres de l'OTAN. Et d'ailleurs, tout le train d'annonces qui a été fait ces dernières semaines semble illustrer un soutien qui reste persistant, un front occidental qui reste uni dans le soutien à l'Ukraine. Et donc, ce front va probablement se maintenir et la Russie qui va renouveler ses efforts pour relancer les opérations à partir du printemps prochain. Donc, tout indique que le conflit va durer encore de nombreux mois, sinon des années. Pour terminer, professeur Pierre Jolicoeur, est-ce que le statut de la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, est-ce que ce statut représente un handicap, je dirais, à des négociations que pourrait initier cette institution internationale? Certainement que c'est un problème. Normalement, les Nations Unies vont critiquer la rupture de la paix et de la sécurité internationale. C'est le premier article de la Charte des Nations Unies
toute l'organisation est dévouée à la paix et à la sécurité internationale. Et manifestement, en Ukraine, il y a eu rupture de cette paix parce qu'un pays a envahi un autre. Donc, c'est un bris de la charte, c'est un non-respect de la souveraineté de l'Ukraine, et donc il y a vraiment un pays agresseur qu'on peut identifier, il s'agit de la Russie. Mais comme la Russie est non seulement un membre de l'ONU, si ce n'était qu'un simple membre, on pourrait peut-être en expulser, critiquer la Russie, mais la Russie est un membre permanent, membre du Conseil de sécurité et ayant un droit de veto. Alors, évidemment que la Russie peut manœuvrer pour éviter les critiques et éviter l'adoption de résolutions contraignantes ou de résolutions qui la blâmeraient pour cette guerre. Je dresserai peut-être un petit parallèle avec l'intervention américaine, par exemple en Irak en 2003, où là aussi, il y a eu un bris, il y a eu un pays qui a été envahi, et sous le faux prétexte, on parlait d'armes de destruction massive, mais qu'on n'a jamais trouvées. Donc, finalement, il s'agit encore une fois d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui a mené une opération illégale, on pourrait dire, et à laquelle personne n'a vraiment pu s'opposer car les Nations unies ne sont pas équipées pour remettre en question lorsqu'un pays permanent du Conseil de sécurité, un des 5 membres permanents, se donne à ce type d'opération armée. Donc, dans l'état actuel des choses, les Nations unies sont peu équipées. Certaines négociations, certaines propositions aujourd'hui visent à expulser la Russie ou à remettre en question le rôle de la Russie, mais il y a peu de chances que cela se produise. Donc, pour l'instant, les Nations unies sont un peu laissées de côté dans cette crise, et malgré toutes les tentatives, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a eu rien qui n'a été tenté, il y a quand même des résolutions qu'on a tenté d'adopter, mais ce qu'on voit cependant, c'est que non seulement le Conseil de sécurité est divisé, mais également l'Assemblée générale des Nations unies, où les résolutions qui visent à critiquer la Russie n'ont pas été adoptées à l'unanimité. Il y a un certain nombre de pays qui soutiennent la Russie, qui interprètent peut-être un peu mal l'état de ce dossier, plutôt que de critiquer la Russie pour le bris de cette condition première à la paix et la sécurité internationale, profitent de l'occasion pour critiquer l'unipolarisation du monde avec la place prépondérante des États-Unis, et enfin, on est content de voir que certains États tiennent tête aux États-Unis, et donc je suspecte que certains États, pour des mauvaises raisons, soutiennent la Russie ou évitent de la critiquer. Mais cela dit, dans l'état actuel des choses, les Nations unies ne peuvent faire que très peu de choses. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque sur MCTV à Boston, toutes les chaînes publiques ici dans l'État du Massachusetts, je vous remercie énormément pour votre éclairage sur un sujet d'actualité, et vous nous avez apporté votre expérience, votre expertise. Je vous remercie énormément, infiniment, au nom de tous ceux qui regardaient cette émission. Nous rappelons que notre invité n'était autre que le professeur Jolicoeur, Pierre Jolicoeur, de l'université du Collège militaire royal du Canada, où il enseigne depuis 2007 les relations internationales et la politique comparée. Vaccin COVID-19 ça yo, c'est une solution importante pour protéger tête et puis pour mettre fin à la pandémie ça. Mais, ou capable de question sur sécurité vaccin. Ces mêmes mesures sécurité ont été utilisées pour tout l'autre vaccin. C'est yo tout qui ont été suivis pour vaccin COVID-19. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 ça yo, et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit yo te gagné. Moi te prends vaccin pour me protéger tête moi,
famim ak pasyam yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous suivez Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston, dans l'État du Massachusetts, une émission spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Après le professeur Pierre Jolicoeur du Collège militaire royal du Canada qui nous a aidé à comprendre les contentieux historiques entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, à ce segment, nous allons parler vraiment de la guerre, de stratégie militaire avec comme invité qui est déjà sur l'écran le docteur Eric Ouellette qui est professeur titulaire au département des études de la défense au Collège des forces canadiennes à Toronto. Brièvement, je dis brièvement pour présenter le docteur Ouellette, particulièrement ses sujets d'intérêt, sociologie du militaire et sociologie politique, analyse institutionnelle, guerre irrégulière et lutte anti-insurrectionnelle, commandement militaire stratégique et prise de décision. Sur le plan académique, Dr Eric Ouellette est impliqué dans de nombreux travaux de recherche couvrant particulièrement des études de cas historiques sur la lutte anti-insurrectionnelle et l'adaptation de l'institution militaire, l'intégration des modèles et méthodes psychosociologiques dans les approches d'opération basées sur les effets de l'OTAN, simulation politico-militaire et stratégique de la guerre irrégulière et modélisation sociologique des processus de radicalisation. Docteur Ouellette, vous êtes professeur titulaire au département des études de la défense au Collège des forces canadiennes. Bien avant de parler de la guerre en Ukraine, quelques mots sur le Collège des forces canadiennes. Quelles sont les différences, par exemple, avec le Collège militaire royal du Canada? Et quel est le profil de vos étudiants et au collège? Oui, mon collège à Toronto et en fait en France, on parlerait de l'école militaire. Autrefois, on appelait ça l'école de guerre. Aux États-Unis, vous avez les War College et Staff College. Donc, c'est des collèges qui sont pour les officiers supérieurs. Alors que le collège à Kingston, c'est ce qu'on appelle l'académie militaire, donc l'équivalent en France de l'académie Saint-Cyr, ou aux États-Unis, vous pouvez penser à West Point, donc des jeunes aspirants officiers. Donc, mes étudiants sont beaucoup plus vieux, des hauts gradés. Et donc, le type d'enseignement est bien entendu assez différent. Il y a un an, Dr Ouellette, Vladimir Poutine a décidé, a ordonné l'invasion de l'Ukraine à partir de la Biélorussie. On a encore aujourd'hui en mémoire ce convoi militaire, je dirais, de 60 km en route pour la capitale Kiev. De nombreux experts militaires pensaient que la guerre n'allait durer que quelques jours puisque l'Ukraine ne saurait tenir face à la deuxième puissance militaire mondiale. Quels sont les paramètres qui sont analysés, répertoriés pour déterminer le classement des puissances militaires mondiales? Bien, c'est sûr qu'on peut faire une approche quantitative, donc on calcule le nombre de chars, le nombre d'avions, le nombre de soldats, etc. Mais dans une approche qui est plus raffinée, il faut aussi calculer la qualité des forces en présence. Et ça peut être assez complexe, mais on intègre donc la qualité de l'entraînement du personnel militaire, la qualité de l'encadrement, la qualité de la logistique, du renseignement et aussi de l'intégration des différentes composantes militaires. Donc, la marine, l'aviation et les militaires sont capables de travailler ensemble, sont capables de se communiquer, sont capables de coordonner leurs actions. Tous ces éléments qui sont plus qualitatifs sont très importants pour être capable d'évaluer la puissance relative des forces armées d'un pays. Face à la deuxième puissance militaire mondiale, que représente l'armée ukrainienne
en termes de soldats actifs, de réservistes, de budget et d'armement, Dr. Ouellette? L'armée ukrainienne est construite sur deux bases, à savoir la force régulière et les réservistes, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a un autre élément qui sont les volontaires, ceux qui ont combattu depuis 2014 dans les provinces de l'Est de l'Ukraine. Et ces volontaires-là sont en fait revenus, souvent comme entraîneurs, pour former les réservistes. Et on a ici un groupe d'individus qui sont hautement qualifiés, qui ont une expérience de guerre et qui connaissent bien l'armée russe. Donc, il y a aussi donc cet aspect qualitatif des volontaires ukrainiens qui ont beaucoup aidé à rapidement changer les façons de faire de l'armée ukrainienne pour s'adapter à l'armée russe. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on ne peut pas vraiment parler de grande victoire russe à part le village de Soledar. De nombreuses villes ont été détruites, certes, à coups de missiles, mais aucune avancée profonde dans le territoire ukrainien. Pourquoi l'armée ukrainienne arrive à résister aux forces russes nettement en supériorité numérique, Dr. Ouellette? C'est une combinaison de facteurs, je dirais encore une fois qualitatifs, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont plusieurs avantages que les Russes n'ont pas. Le premier, c'est qu'ils sont capables de déléguer les décisions militaires à un niveau très bas et donc de s'adapter rapidement aux changements de situation sur le terrain. Alors que dans l'armée russe, il faut vraiment qu'il y ait un haut gradé, un colonel, là, qui va prendre des décisions pour changer ce qui avait été décidé avant. Mais le temps que les ordres montent jusqu'au colonel à travers les niveaux de commandement et que l'ordre vient donc au lieutenant sur le terrain, l'ordre est complètement désuet, inutile parce que la situation a changé. Donc, un des avantages de l'armée ukrainienne, donc, c'est cette capacité d'être flexible, de répondre rapidement aux changements sur le terrain. Donc ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, les Ukrainiens bénéficient beaucoup du renseignement tout horizon, mais aussi du renseignement occidental. Et donc, ils ont une meilleure vue d'ensemble d'où sont les positions russes, de leurs mouvements et de leurs intentions évidentes. Donc, ici, on a deux aspects qui sont qualitatifs, donc une supériorité dans les façons de faire militaires et pas nécessairement dans les façons, dans le nombre de soldats. Dernier point, peut-être je voudrais rajouter, il y a certains armements occidentaux aussi qui sont très efficaces contre les Russes. On parle des armes anti-chars qui ont vraiment arrêté les chars russes. Donc, il y a aussi cet élément qui est dans certaines parties de leur armement qui est supérieur aux Russes. Comme vous le savez, Dr. Ouellette, l'Occident avait quelque peu tergiversé au début de cette guerre en ne livrant que des armes légères à l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, ça a été une erreur? Oui et non, dans la mesure où beaucoup de gens, comme vous avez mentionné, beaucoup de gens ne pensaient pas que l'Ukraine allait résister de cette façon aussi efficace. Donc, il y avait une certaine crainte que si on envoyait des armements en Ukraine, les Russes allaient mettre la main sur cet armement parce que les Ukrainiens auraient été défaits rapidement. L'autre aspect, dans l'autre dimension, c'est on avait peur que la Russie monte les enchères, ce qu'on appelle l'escalade militaire, et monte les dents de façon nucléaire. Donc, les Occidentaux ont été assez prudents. Je pense que M. Poutine, d'ailleurs, a fait une annonce aujourd'hui, encore une fois, sur le nucléaire. Mais je pense qu'on comprend mieux maintenant que c'est plus une posture plutôt que des intentions réelles. Donc, l'Occident se sent un peu plus à l'aise de supporter l'Ukraine de manière plus intense. Toujours pour parler du soutien militaire de l'Occident à l'Ukraine, Dr. Ouellette, le mois dernier, il y a eu tout un débat sur les différents types de chars blindés à livrer ou non à l'armée ukrainienne. Les Abrams M1 américains, les Léopards allemands, les Leclerc français, les Challenger britanniques. Quelle est donc l'importance de ces chars pour l'armée ukrainienne
dans cette guerre qu'elle mène face à la Russie? L'objectif le plus urgent de l'armée ukrainienne, c'est d'infliger une défaite massive à l'armée russe dans leur contre-offensive qui devrait avoir lieu probablement à l'été, ou peut-être au début de l'automne qui vient. Mais pour être capable de causer une défaite massive à l'armée russe, il faut vraiment être capable de percer les lignes russes, donc passer à l'offensive. Et ultimement, c'est d'encercler les troupes russes. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir des forces mécanisées mobiles, donc des chars d'assaut, évidemment, ayant un rôle très important à jouer dans tout cela. Donc, être capable de bouger à chaque jour de 10, 20, 30, 50 kilomètres derrière les lignes russes pour les encercler, c'est l'objectif de l'armée ukrainienne pour les mois à venir, mais ils ne sont pas prêts encore, donc il va falloir attendre probablement à l'été. L'Ukraine utilise plus de munitions que l'OTAN n'en produit, a averti tout récemment le secrétaire général de cette organisation, Jens Stoltenberg. Les ministres de la Défense des États de l'Alliance en ont discuté tout récemment à Ramstein en Allemagne sans trouver une solution à court terme. L'Ukraine utilise en effet entre 5 000 et 6 000 obus par jour contre 10 et 20 000 du côté russe. La faible capacité de production de matériel de guerre par les pays de l'OTAN, est-ce que cela risque de poser des problèmes, d'avoir des conséquences sur le déroulement de la guerre en Ukraine? C'est possible, cependant, je pense que la plupart des pays de l'OTAN travaillent très sérieusement à réviser cette situation-là. En partie, peut-être financer l'industrie militaire, donc qui évidemment est détenue par des intérêts privés, mais pour couvrir les coûts d'augmentation en capacité de production. Parce qu'une crainte, bien entendu, du secteur privé qui produit ces armes, c'est une fois que la guerre est finie en Ukraine, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces usines qui ont été agrandies? Donc, il y a un partenariat public-privé qui devra avoir lieu. Il y a plusieurs pays, d'ailleurs, qui y regardent de façon très assidue en ce moment. Je pense qu'ils vont être capables de passer à travers la période de creux, donc de manque de munitions en achetant dans d'autres pays en dehors de l'OTAN, en attendant que les capacités soient augmentées. Mais c'est aussi un réveil pour les pays de l'OTAN, parce que si l'OTAN se retrouvait dans un conflit avec la Russie, il faudrait eux aussi qu'ils soient capables de soutenir la consommation massive d'armes, de munitions comme ça. Donc, je pense que les investissements qui seront faits vont être présentés comme pour le long terme. Et donc, il y a moyen de trouver un chemin à travers tout ça. Justement, en parlant de l'OTAN et Dr. Ouellette, après avoir été traité de malade en état de mort cérébrale par le président français Emmanuel Macron à la fin de l'année 2019, la guerre en Ukraine a redonné une nouvelle vie à l'OTAN. Quels sont les grands défis qui attendent l'OTAN face à une Russie de plus en plus agressive? Modernisation, expansion ou les deux, et Dr. Ouellette? En fait, c'est les deux. La modernisation, bien entendu, était déjà en cours dans plusieurs pays, mais c'était, disons, au mois de ralenti. Là, on a découvert l'urgence d'améliorer les équipements, les systèmes existants et acheter de nouveaux systèmes. Donc, il y a déjà à ce niveau-là des démarches qui étaient en cours. L'autre aspect, évidemment, c'est aussi le renforcement général des capacités militaires qui peuvent être mises rapidement sur pied. L'Allemagne a une grande armée, mais ils seraient à peine capables de regrouper une brigade, ce qui est 4-5 000 hommes si on leur demandait de le faire. Donc, il va falloir réinvestir aussi dans la capacité d'avoir des forces armées qui sont prêtes à passer à l'action assez rapidement. Le Canada a d'ailleurs le même problème. On a beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là. Et justement, en parlant de l'OTAN et Dr. Ouellette, sur le plan académique,
vous conduisez pas mal de recherches sur l'OTAN. Et en quoi consistent, par exemple, ces recherches? Ce sont des recherches les sujets évidemment changent avec le temps selon ce qui se passe dans l'environnement international, mais mes dernières recherches avec le temps étaient liées au conflit en Afghanistan. Évidemment, le conflit est terminé, donc ce genre de recherches-là ne sont plus la priorité, mais c'est essayer de comprendre comment des forces armées peuvent interagir de façon non seulement efficace, éthique, mais aussi appropriée dans un environnement où les forces militaires opèrent avec la population locale. Je dirais maintenant, un des sujets qui est plus à l'ordre du jour, c'est toute la question de la dissuasion, mais pas seulement dans la dissuasion nucléaire, mais dissuasion au sens général, donc dissuader contre la désinformation, dissuader contre les campagnes de propagande. Donc, il y a toujours des changements dans la recherche, mais ce sont des questions qui intéressent l'OTAN et tous les autres pays de l'OTAN, que ce soit au niveau national ou au niveau collectif. Est-ce que ça couvre également des sujets comme comment faire face aux groupes terroristes? Oui, oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de recherches depuis le 11 septembre sur ces questions. C'est sûr que ce sont des questions moins centrales aujourd'hui parce que la montée en puissance de la Chine et bien entendu l'agression russe en Ukraine porte l'attention sur des questions plus de guerre conventionnelle, donc de forces armées classiques. Mais oui, il y a toujours des recherches qui se font sur la lutte antiterrorisme, en particulier sur les questions qui touchent à la radicalisation. Est-ce qu'on peut prévenir la radicalisation par des programmes et des approches beaucoup plus pointues, plus raffinées, avec le bon personnel qui connaissent bien les populations en question. Parlons maintenant de la gestion de la guerre du côté russe. Ma première question, Dr. Ouellette, va concerner les deux composantes des forces russes sur le terrain en Ukraine. Il y a bien sûr l'armée régulière, mais aussi la force paramilitaire Wagner sous la conduite de Evgeny Prigojine. Qui est finalement Evgeny Prigojine? Alors, M. Prigojine est un homme d'affaires russe qui a commencé il y a plusieurs années à offrir les services de restauration à l'armée russe, donc ouvrir des cantines pour l'armée russe. Et il a réussi à se faire des amis haut placés et faire beaucoup d'argent. Et avec ça, il a développé donc sa propre petite armée de mercenaires au service de la Russie et qui sont souvent utilisés dans d'autres pays pour agir comme mercenaires. Leur présence a été notée en Afrique en particulier, et ailleurs, en Syrie aussi. Et là, on les utilise comme force de choc en Ukraine. Cependant, il faut bien comprendre que ce sont les troupes qui ont été constituées pour les opérations en Ukraine sont essentiellement composées de prisonniers, donc de gens qui ont eu un contrat. Si vous survivez la guerre, vous allez être pardonné et donc vous ne retournerez pas en prison. La qualité de ces troupes-là vaut pas cher, là, pour utiliser une expression qu'on utilise au Québec. Et donc c'était plus de la chair à canon qui a été utilisée par l'armée russe sous l'égide du groupe Wagner. Docteur Ouellette, vous enseignez entre autres au Collège des forces canadiennes le commandement. Quels sont les problèmes que pose selon vous la présence de ces forces paramilitaires sur le terrain de guerre, sur le champ de bataille, aux généraux qui commandent l'armée russe? C'est un problème qui était épineux. Je pense que les Russes sont en train de régler le problème, c'est-à-dire qu'ils sont en train de minimiser la présence du groupe Wagner, mais c'était en fait une armée au sein de l'armée qui était plus ou moins indépendante. Monsieur Prigojine, bien entendu, connaît bien Monsieur Poutine, donc sont des alliés
politique. Cependant, M. Prigojine a pris un peu ses distances avec M. Poutine en le critiquant de façon indirecte. Donc, le groupe Wagner, son rôle est diminué. Mais d'un point de vue de l'armée russe, c'est plus difficile parce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils ne peuvent pas décider comment le groupe Wagner va être utilisé sur le terrain. Et donc ça peut causer évidemment toutes sortes de problèmes de coordination et de prise de décision. Dans cette guerre en Ukraine, en dehors des armes conventionnelles, les drones semblent avoir remplacé l'aviation dans les deux camps. Dr. Eric Ouellette, quels sont les champs d'application de ces engins rapides et mobiles? Oui, ça c'est quelque chose qui a été annoncé depuis longtemps. Les pilotes sont une espèce en voie de disparition, comme on disait à mon collège. C'est évidemment beaucoup moins cher d'utiliser des drones et évidemment on ne risque pas la vie d'un pilote. Donc il y a ici des avantages assez évidents. L'utilisation se fait à plusieurs niveaux, mais l'utilisation la plus, je dirais la plus fréquente, c'est en fait le renseignement. Donc observer où est l'ennemi et collecter l'information, mais aussi ça sert à confirmer, par exemple, si l'artillerie est avertie qu'il y a des chars russes à un tel endroit, les drones vont vérifier qu'en effet l'artillerie a réussi à faire sauter les chars russes. Donc c'est un rôle de renseignement à la fois tactique, donc dans les opérations militaires au jour le jour, et un rôle plus stratégique, donc d'aller être plus loin derrière les lignes ennemies, voir s'il y a des nouvelles formations militaires qui sont en train de s'organiser. Donc, il y a tout ce rôle de renseignement qui est extrêmement important. Il y a un rôle aussi militaire, d'attaque. Donc, les drones peuvent être utilisés pour attaquer des forces ennemies. Les États-Unis sont bien connus avec leurs drones, les Predator, avec des missiles anti-chars. La Russie en a peu de ce genre-là, de même que l'Ukraine. La Russie utilise plus les drones comme attaque stratégique, donc pour attaquer les villes ukrainiennes, attaquer les infrastructures, que ce soit énergétiques ou militaires qui existent plus loin dans le pays. Donc, les drones ont remplacé un peu les bombardiers stratégiques d'autrefois, si on pense à la Deuxième Guerre mondiale. En dehors des drones qui sont visibles, il y a également les satellites civils et militaires qui sont utilisés pour les renseignements. Quelle est l'importance de la maîtrise des outils technologiques dans la planification, la conduite et la gestion de la guerre au XXIe siècle? Le renseignement, c'est central à la guerre moderne, il n'y a absolument aucun doute. Parce que le renseignement, lorsqu'on a vraiment des sources fiables, on a des informations qui sont relayées en temps réel, on sait exactement où est l'ennemi et on comprend sa composition. Donc, on est capable d'agir de façon précise et pointue. Et donc, on minimise l'utilisation de nos forces parce qu'à chaque fois qu'on les utilise, elles sont très efficaces parce qu'on est au bon endroit, au bon moment avec la bonne quantité de force. Donc, toute cette question de renseignement militaire qui est transmis en temps réel, c'est un avantage militaire extrêmement important et qui va continuer à l'être pour l'avenir prévisible. À deux reprises au cours du déroulement de cette guerre, Dr. Eric Ouellette, le président Vladimir Poutine a effectué des changements, je dirais, majeurs dans le commandement des forces russes sur le terrain. Mesures, selon vous, réactionnaires ou capacité à s'adapter aux situations sur le terrain de guerre? En fait, les Russes ont appris de leurs erreurs, donc je pense que c'est une adaptation. C'est peut-être un peu plus technique, mais j'essaie d'expliquer la façon dont les Russes ont attaqué initialement. C'était avec des petites unités qu'on appelle des groupes tactiques de bataillons, donc entre 400 et 600 soldats. Et il y en avait plusieurs dizaines sous le commandement d'un même quartier général. C'est très difficile de gérer autant d'unités comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reconstitué un niveau intermédiaire, donc ce qu'on appelle les brigades et les divisions.
où il y a entre 4 et 5 groupements tactiques dans une brigade, entre 9 et 10 pour une division, par exemple, ce qui rend la gestion des communications, de la coordination militaire beaucoup plus facile. Et aussi pour l'approvisionnement, donc la logistique, parce qu'il y avait le même problème originellement, c'est que la logistique était hautement centralisée pour être capable de ravitailler tous ces groupements. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des dépôts de munitions, de carburant massifs, et donc ils donnaient des cibles extrêmement intéressantes pour l'armée ukrainienne. Lorsque le logistique a été délégué au niveau des brigades et des divisions, ben là, c'est plus facile d'avoir des dépôts qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus dispersés sur le terrain, proches des unités de combattants. Donc, il y a ici, en termes d'amélioration dans le commandement russe, un effet important. Et d'ailleurs, les Ukrainiens sont les premiers à le dire que les Russes sont un peu plus efficaces qu'ils étaient depuis quelques mois. Pour terminer notre entretien, Dr. Éric Ouellette, y a-t-il des leçons militaires, des enseignements stratégiques à tirer de ces 12 mois de guerre du côté russe et du côté ukrainien? Du côté ukrainien, ils ont vraiment surpris tout le monde, mais je pense que un des enseignements importants, c'est des forces armées qui sont capables de s'adapter rapidement aux changements de situation, qui sont capables aussi d'improviser face à des situations nouvelles. C'est un avantage extrêmement important. Les Ukrainiens ont vraiment été extraordinaires à ce niveau-là, dans leur capacité d'adaptation. Donc ici, il y a des leçons importantes. Et aussi, au niveau plus stratégique, lorsqu'un peuple est attaqué sur son territoire, il va se défendre, il va être motivé. Et donc, il faut jamais sous-estimer cette volonté de défendre un pays lorsque les gens sont attaqués. Donc ça, je pense qu'il y a des leçons importantes à se rappeler. Du point de vue russe, ils ont fait beaucoup d'erreurs au début. Ils ont vastement sous-estimé les Ukrainiens. Au point où beaucoup de gens disent que les Russes croyaient à leur propre propagande, à savoir que les Ukrainiens attendaient d'être, entre guillemets, libérés par l'armée russe. Donc ici, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Au niveau de la logistique, l'armée russe a toujours eu des problèmes importants. Ils ont appris un peu plus à mieux gérer la logistique, mais la logistique est simplement centrale. Donc ici, on a aussi des leçons importantes. Et peut-être dernier point pour nous en tout cas de l'Ouest qui veut évaluer l'armée russe, ils avaient annoncé plein de programmes de modernisation dans les 10 dernières années. Et on se rend compte que une grande partie de cette modernisation-là était sur papier seulement et que beaucoup d'investissements qu'ils avaient faits pour améliorer leurs forces armées a été complètement dissipé à travers la corruption. Donc, il faut, en d'autres mots, il ne faut pas trop croire la propagande russe aussi sur comment ils se décrivent eux-mêmes comme étant plus efficaces militairement. Vaccin COVID-19 ça yo, c'est une solution importante pour protéger tête et puis pour mettre fin à la pandémie ça. Mais, ou capable de question sur sécurité vaccin. Ces mêmes mesures sécurité ont été utilisées pour tout l'autre vaccin. C'est yo tout yo te suivre pour vaccin COVID-19 yo. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 ça yo, et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit yo te gagné. Moi te prends vaccin pour me protéger tête moi, famille et patient yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin. Maladie que le COVID là, depuis tantôt 2 ans, la simule la terreur et pas bon ici, au fait dans le monde entier, parce que virus qui cause maladie ça,
eh bien, il chavire toute la vie de tout le monde à travers le monde. Ça que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, le premier vague de maladie a été présenté, eh bien, il était fait un pile monde noir mourir. Monde qui gagne une série de maladies, par exemple la tension, sucre, qui était fauché. Il y a une chose que je suis capable de dire sans aucune ambiguïté, c'est que le fait que les gens prennent le vaccin fait une différence. Avant que le vaccin n'ait pas existé, c'était le ça qui était une première vague là, eh bien, nous avons en pile cas, et nous avons mourir tribo babo. Une fois que le vaccin a commencé à bailler, nous sommes capables de dire que nous voyons que il y a moins de monde qui a un problème là, et que monde qui a une maladie qui est interné à l'hôpital, c'est surtout monde qui pas prend vaccin. Nous avons dit en grande majorité, monde que nous remarquons qu'on y a interné à l'hôpital, c'est monde qui pas prend vaccin.